Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Édouard Tétrault. Bonjour Édouard. Bonjour David. Conseiller de dirigeant d'entreprise, essayiste à vos heures. On parle de Donald Trump. Il était ce week-end en Arabie Saoudite. Il y a signé pour montant faramineux 380 milliards de dollars de contrats. Chiffre hallucinant, dont près de 110 milliards d'euros de vente d'armes, enfin de contrats d'armement. Il s'est signé des deals juteux. Il est bon pour ça finalement Oui, je crois qu'il a publié plusieurs livres. Ou ce sont des contrats qui vous laissent sceptiques? Non, c'est un... Au-delà des montants, c'est un événement très important. En fait, Donald Trump est en train de retrouver la diplomatie classique du Parti républicain, qui est d'aligner davantage ses intérêts avec l'Arabie Saoudite et aussi avec Israël. Et ce faisant, il est en train potentiellement de défaire ce que Barack Obama a construit, notamment l'accord avec l'Iran sur le nucléaire. Là, aujourd'hui, au moment où on se parle, il va avoir une visite avec Benjamin Netanyahu en Israël. C'est très important ce qui vient de se passer à plusieurs titres. Évidemment, c'est la diplomatie économique, diplomatie des grands contrats. Il faut aussi voir qu'il a fait signer les Saoudiens. Les Saoudiens vont investir pour 20 milliards de dollars dans les infrastructures américaines. Donc on reforge le lien qui existait notamment avec la famille Bush. La famille Bush était très liée à la famille de roi, enfin, d'Arabie Saoudite. Mais ce faisant, il est en train probablement de faire sortir du jeu l'Iran, ou en tout cas de mettre sur un autre pied l'Iran, la Russie, la Turquie, qui risquent de se retrouver très antagonisés par ce mouvement. Et quand il a dit voilà, des millions ou beaucoup d'emplois, pas des millions, mais beaucoup d'emplois pour les Américains, est-ce que c'est de la com ou effectivement derrière 380 milliards d'euros de contrats ou est-ce que ce sont essentiellement des promesses de contrats? Oui, est-ce que vraiment dans le dur ça va servir l'économie américaine? Alors non, il y a de la substance et il est vrai qu'aujourd'hui les Saoudiens ont des outils d'investissement très significatifs dans leurs mains, notamment le PIF, qui est le fonds d'infrastructure, le fonds mondial qui sera un des tout premiers investisseurs mondiaux. Et Donald Trump a beau jeu de jouer cette manne-là. C'est quelque chose qu'avait beaucoup fait la France aussi ces dernières années, en nouant des relations fortes avec l'Arabie Saoudite. Mais je vous dis, la question c'est comment va réagir l'Iran face à cela? Le marché iranien est un marché très prometteur. Notamment pour les boîtes françaises. Pour les entreprises françaises, les entreprises américaines. Mais si derrière ce gigantesque accord, la contrepartie qu'ont demandé les Saoudiens, c'est vous sortez l'Iran de la discussion, vous rompez le deal sur le nucléaire, là nous allons avoir un motif encore de déstabilisation important de la région. Alors Trump, on le sait, est embourbé dans des scandales à répétition autour justement du dossier russe. Le tout Washington bruisse d'une possible destitution. Un procureur spécial, ancien directeur du FBI, a été nommé pour enquêter sur les liens de l'équipe de campagne de Trump avec la Russie. Est-ce que c'est une dangereuse machine qui s'est mise en marche, qui s'est mise en route parce que Trump pourrait être accusé d'obstruction de la justice? Alors je crois, David, que c'est chez vous, dans ce studio, que... Le 16 décembre. Voilà, l'un des premiers à suggérer fortement cette hypothèse. Qu'il ne terminerait pas son mandat. Oui, qu'il ne terminerait pas son mandat. Alors il y a plusieurs façons pour un président américain de ne pas terminer de facto son mandat. La façon la plus classique, c'est de faire un début de présidence tellement mauvais qu'aux élections de mid-term, c'est-à-dire maintenant dans un an, en fait, vous vous retrouvez avec un congrès qui vous bloque et résultat, votre présidence est terminée. Mais aujourd'hui, des républicains et non des moindres, Marco Rubio qui est au Intelligence Committee du Sénat, John McCain, disent attendez, nous voulons aller au bout de cette affaire. Mario Rubio a une intervention très forte ce week-end en disant un président quel qu'il soit ne peut pas destituer un directeur du FBI sans raison, donc nous allons enquêter. Et c'est vrai que les liens d'une bonne partie de l'équipe de Donald Trump, précédente et existante, M. Flynn notamment, font soulever de vraies questions. Oui, mais encore une fois, il y a quelques cas isolés, avec les figures du Parti républicain, mais quand même, tout va se jouer globalement au Congrès.
tant que Trump tient sa majorité, il n'y a aucune procédure de destitution qui pourra être enclenchée, qui pourra être lancée. Il faudrait que le parti le lâche. On n'en est pas là aujourd'hui, Edouard Tétrault. Ah, si vous ça avez... vous contrarie. Hein. Non, non, non. Enfin, d'abord, je ne souhaite pas. Ce serait vous savez, la destitution d'un président américain, c'est un événement jamais arrivé, hein. Tellement rare. En fait, si, c'est un événement tellement rare que cela déstabiliserait beaucoup de choses. Ensuite, il faut voir d'un peu plus près ce que proposerait le vice-président Mike Pence. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter en soi. Mais c'est peu plausible que tant que les républicains, encore une fois, le soutiennent. C'est une vraie possibilité. Il ne se passera rien. Si vous avez des preuves avérées, attention, on est dans l'hypothèse, mais destitution, c'est notamment s'il y a intelligence avec l'ennemi, trahison. Si vous avez des preuves avérées que quelque chose de significatif s'est noué avec la Russie de Vladimir Poutine, évidemment, les choses iront au bout, quel que soit on n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est pas là. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il faille souhaiter. Et on vient de voir avec ce voyage en Arabie Saoudite et en Israël que M. Trump a une capacité de rebond qui est importante. Qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc pour vous, sa déchéance, elle est vraiment programmée? Non, enfin, vous me faites revenir dessus, mais comme je vous dis, non. Non, c'est pas programmé. Mais on en prend le chemin. Non, vous venez me dire, David, tout à l'heure, que c'était quelque chose de très peu probable compte tenu de... c'est mon analyse, c'est peut-être pas la vôtre non plus. Hein. Une enquête a démarré et l'enquête va aller à son terme. Voilà, c'est la seule chose que l'on peut dire à ce stade. Après, la procédure en tant que telle de destitution, elle est complexe. Elle n'a jamais réellement abouti dans l'histoire politique américaine parce que même Nixon, qui allait subir cet impeachment, a démissionné sous la contrainte. Oui, parce que si vous êtes destitué, vous perdez tout. Vous perdez notamment votre immunité parlementaire, politique. Et donc, il vaut mieux démissionner avant. Bon. Jusqu'à présent, le risque politique, Edouard Tétrault, il était en Europe. On parlait des élections, on avait peur que l'Europe tombe sous la coupe des partis populistes. Est-ce que désormais le risque politique et donc aussi l'incertitude pour les marchés, est-ce que ça n'a pas changé de camp? Et donc on a traversé l'Atlantique. Ah bah attendez, c'est d'abord, enfin parlons des vraies nouvelles et pas de la spéculation et des nouvelles positives. Il y a un moment français et même un moment européen, au sens Europe du continent, qui est extraordinaire. Depuis un an, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont perdu d'abord de la croissance économique, en particulier aux États-Unis, mais surtout ont perdu un leadership moral qu'ils avaient dans de grands domaines. De nombreux domaines, le capitalisme, la culture, avec l'élection de Donald Trump et le Brexit, ils sont sortis du jeu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un président français de 39 ans qui est en train de faire repartir un espoir, notamment très fort en France, mais aussi en Europe, le fait que quelque chose va enfin pouvoir se passer. Vous avez eu des montants très significatifs de capitaux américains qui ont été réinvestis en Europe la semaine dernière, des montants que l'on n'avait pas vus depuis 2000. Donc effectivement, il se passe quelque chose. Et en même temps, le marché action français a baissé. Oui, mais ça c'est épiphénomène, et le marché américain encore plus mercredi dernier. Il se passe quelque chose. À nouveau, l'Europe, en particulier la France et l'Allemagne, se retrouvent au centre du jeu, au centre d'un jeu diplomatique, au centre d'un débat. Et je crois que si le président français et la chancelière, qui sera probablement réélue, confirmée à l'automne prochain, réussissent à get their act together, nous allons avoir quelque chose d'assez remarquable qui va se mettre en place, c'est-à-dire une accélération du rapatriement des investissements américains, mais aussi chinois, vers l'Europe, une accélération de la création d'emplois, notamment si les ordonnances sont passées dès le mois prochain, enfin plutôt juillet. Vous avez quelque chose de très significatif qui est en train de se mettre en place. D'ailleurs, on le sent à Paris, depuis cette élection, on sent aussi qu'une majorité absolue va tellement... Pourrait. Oui, mais... J'allais dire hélas, mais c'est la droite républicaine qui était une alternative possible est tellement mal guidée aujourd'hui par de mauvais chefs qui essayent uniquement de faire de l'obstruction, qui sont uniquement sur de la défensive. Vous allez avoir un président français qui va avoir un mandat significatif pour agir et agir avec Madame Merkel. Bon. Je suis très long en euros. Très acheteur d'euros. Ah bien sûr. Acheteur. En revanche, vous avez un pays qui commence à m'inquiéter, qui est la Grande-Bretagne,
qui est en train de se dire attention, attention sinon je fais un malheur, qui est en train de s'enfermer dans une très mauvaise position pour la négociation de son Brexit. La Grande-Bretagne est en train de sortir de l'histoire. Vous voyez, même sur des sujets très importants, la défense, un sujet que un peu travaillé ces derniers mois, on se disait il n'y a que la France et la Grande-Bretagne qui peuvent faire des choses significatives en défense, en armement, en Europe. Eh bien, la Grande-Bretagne étant sortie, pour la première fois, vous avez un fonds d'investissement franco-allemand pour la défense avec le budget de l'Union européenne qui est en train d'émerger sur des montants significatifs. En fait, nous allons assez vite découvrir que nous n'avons pas tant besoin de la Grande-Bretagne que cela pour avancer ensemble. Et c'est une très mauvaise nouvelle. Je suis très court, très short en sterling, short sur la place de Londres, est-ce que qui vous est êtes en short train, avec Theresa May, de très mal jouer sa partie. Et sur le dollar, vous êtes comment? Vous êtes short ou long? Parce que pour le coup, là, sur le dollar, on voit bien que les déboires de Trump ont accéléré un petit peu la chute du dollar. Et en même temps, on se dit que c'est une excellente nouvelle, puisque Donald Trump trouvait le dollar trop cher. Vous avez vu que depuis qu'il a été élu, la croissance américaine a été divisée par 4. Le rythme de la croissance américaine. Sur le premier trimestre. Ça oui, mais a été divisé par 4. C'est quand vous faites élire sur un mandat, nous allons accélérer la croissance en cut de taxes, etc., et qu'on est à 0,7 de croissance. Oui, mais rien n'a été mis en place encore, et puis il faut attendre le deuxième trimestre. C'est une réalité. La réalité, c'est que vous avez un État fédéral américain qui est en train de creuser ses déficits, qui est en train d'accélérer sa dette. Moi, je suis très inquiet. Les créations d'emplois sont toujours au top. Je ne sais pas. Je suis très inquiet pour quelques poches vraiment comme des kystes de niveau de dette non solvable aux États-Unis, notamment les car loans, la dette pour les étudiants, la dette. Je redeviens très inquiet pour l'Amérique. La promesse de croissance que donnait M. Trump n'est pas là. En revanche, quelque chose d'indéniable est en train de se passer en Europe, qu'il s'agisse de... Vous savez, vous prenez même les pigs. Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Espagne. La Grèce a fait sa part nous avons fait notre part du chemin au FMI et à l'Europe de faire. Nous sommes à la veille de quelque chose de très important. La Grèce va mal. La Grèce était en décroissance ou croissance zéro. Là, on peut dire que la Grèce aille bien. Je veux dire, oui, mais les retraités sont dans la rue avec des pensions qui ont été réduites de 40%. Ne dites pas que la Grèce va bien. Comme le Portugal, elle a fait son travail. Après, je crois que l'impulsion que la France et l'Allemagne peuvent donner pour ces pays-là aussi peut vraiment être très transformatrice. Je suis très long en euros. Et vous savez quoi? Acheteur d'euros. Les Chinois aussi. La Chine ne s'y trompe pas, elle est en train de se rendre compte qu'un nouveau leadership est en train d'émerger en Europe et qui peut déclencher pas mal de choses. Vendredi, j'avais un économiste de marché qui était là assis à votre place qui m'a dit « Mais même si Trump est destitué, ce serait un non-sujet pour les marchés au-delà des soubresauts sur le dollar. » Est-ce que vous partagez cette analyse? Non. Plusieurs choses. D'abord, tant que Trump est là, qu'est-ce que nous avons? Je n'ai pas totalement répondu à votre question. Vous avez des déficits qui se creusent, donc vous avez un dollar qui va, en variable d'ajustement, qui va baisser. Guess what? C'est une bonne nouvelle pour l'export américain. Donc vous voyez, on est dans un schéma. Moi, je ne suis pas trop inquiet pour la vitalité économique, on va dire les cash flows, le compte d'exploitation des États-Unis. Je deviens de plus en plus inquiet pour certaines poches de dette où en fait on retrouve des niveaux d'inquiétude qui pouvaient être les miens en 2006-2007 avant les subprimes. Ouais. Et donc juste, on finit là-dessus. Pour la Fed, qu'est-ce qui gêne le plus la Fed dans cette phase qu'elle a enclenchée de normalisation de sa politique monétaire? C'est quoi? C'est si Trump met en place justement, s'il a les moyens, on n'en est pas là, de mettre en place son méga plan de relance, ses baisses d'impôts, ses relances en infrastructure, c'est synonyme de plus de croissance, plus d'inflation, donc il faut monter plus vite les taux, ou une procédure de destitution qui ouvrirait une crise politique? Mais en même temps, il n'y aurait pas le plan de relance, donc l'économie américaine resterait dans une phase de modération, on aurait un peu d'inflation, un peu de croissance, enfin voilà, pas de gros risques sur de hausse de taux. Vous en pensez quoi? Écoutez, ça fait beaucoup de spéculations. Ce dont je suis à peu près certain, c'est que la Fed se rend compte qu'elle est allée au bout de son arsenal, de ce qu'elle pouvait faire. Aujourd'hui, on est effectivement dans une phase de normalisation. Or, cette phase de normalisation coïncide avec nous objectivons l'existence de dettes non solvables,
hein, notamment du côté des student loans. On est quasiment à 2 trillions de dollars. Et les crédits aux étudiants. Oui, oui, absolument. Les emprunts étudiants. Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être adressé d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas en baissant les taxes, comme le propose M. Trump, qu'on arrivera à résoudre cette question de dette. Allez, dernière question. Est-ce que c'est la fin, selon vous, de la Trump-mania sur les marchés? Parce qu'on a eu une Trump-mania, il faut dire. Est-ce que c'est sur les marchés? Est-ce que c'est la fin de l'idylle, de la ligne de miel entre Trump et les marchés? Oh, attendez, ce qu'il vient d'obtenir avec l'Arabie Saoudite n'est pas mauvais, hein. En revanche, la croissance n'est pas au rendez-vous. Les promesses qu'il a faites, l'accélération de croissance américaine n'est pas là. Parce que c'est au Congrès de voter ce plan, on laisse les choses, on laisse la procédure législative suivre son cours. Hein. Oui, et le résultat de ça, c'est qu'effectivement, vous pouvez finir avec un Congrès majorité républicain qui ne votera pas le plan d'infrastructure notamment. Sénat, majorité démocrate, vous dire. Enfin, au Congrès, donc Sénat plus Parlement, où au fond, vous finirez par avoir un Congrès qui ne vote pas. Alors qu'il est républicain, pour l'instant, absolument, avant les élections de midterm. Qui ne vote pas pour le plan d'infrastructure. Donc fin ou pas fin donc, de la Trump-mania sur les marchés? J'ai envie d'entendre un truc un peu plus tranché. Hein. D'accord. Bah, oui, moi je crois plutôt début de la dette mania et de revenir un petit peu aux fondamentaux et de voir qu'il y a 2-3 variables qui n'arrivent pas à être ajustées dans l'économie américaine. Des fragilités au niveau de la dette, c'est ça? Absolument. De dette avec des poches de dette, on l'a vu. Donc on parle aussi de crédit auto, crédit aux étudiants. Absolument. Bon. La croissance pardonne tous les péchés. Quand vous êtes en croissance très forte, la dette n'est pas un sujet. Quand la croissance n'est plus là, ils feront 2%, ils feront au moins 2% cette année-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moins? Je ne sais pas. On en reparlera quand on aura les chiffres. Absolument. Vous reviendrez. Merci à vous, Édouard Tétrault, donc essayiste et conseiller de dirigeant d'entreprise, était notre invité, votre invité aujourd'hui sur Boursorama dans la grande interview. Merci, Édouard. À bientôt, David.